fera juste après. Je vais me charger juste de l'introduction. Donc, aujourd'hui, on est en présence de Marion Delobo, product owner de Squash, et puis on est aussi en présence de Florian Gauthier, des PFS GitLab, Squash GitLab, et aussi Head of DevOps d'Enix. Enix, justement, qui est l'éditeur de Squash, présentation assez sommaire, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est dit dans cette slide, mais grosso modo, nous sommes une ESN française, développée depuis maintenant 25 ans, qui continue à croître d'année en année, avec des domaines d'expertise fondés sur l'édition du logiciel Squash, le service en qualité logicielle, ainsi qu'une organisme de formation, de reconversion autour de la qualité logicielle, qui s'appelle l'école de la qualité logicielle. Nous sommes également acteurs références en France avec notamment l'organisation du club qualité logicielle qui aura lieu au deuxième semestre 2024, comme chaque année. Et puis, on a des centres d'expertise, donc GitLab, Jira, et nous sommes fondateurs de cette école de la qualité logicielle. Puis Squash, dans laquelle s'intègre parfaitement le webinaire du jour. Squash, c'est un outil de test fonctionnel au cœur de la construction de votre SI et au service de la maîtrise du patrimoine applicatif. Voilà, on va continuer. Et on va passer au sommaire du jour qui va consister à présenter la liste des points suivants, allant de la préparation, exécution et revue de tests exploratoires, qui est une nouveauté de la version 6.0. Il y a des améliorations aussi au niveau de la configuration des colonnes dans les tables, des tableaux de bord de l'espace campagne. Il y a une nouvelle fonctionnalité de supervision de synchronisation. Et puis, on profitera aussi de l'expertise de Florian avec nous pour parler des éléments autour de la Quality Gate dans GitLab, la configuration de serveurs dans Squash Orchestrator et la personnalisation des templates de rapports éditables. Comme vous le voyez, la légende vous indique effectivement les fonctionnalités qui sont incluses dans nos licences commerciales, si c'est quelque chose qui vous intéresse que vous n'avez pas encore. Voilà. Je vais m'arrêter là, laisser la parole à Marion qui continue donc sur ce micro pour la démo. Merci Thibaut et bonjour à tous. Oui, donc comme à chaque nouvelle version majeure de Squash, on va passer en revue les fonctionnalités phares de cette nouvelle version. Alors, je vais partager mon écran. Alors, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran dans quelques secondes. Juste pour vous rappeler, que la version 6.0 de Squash est sortie fin décembre. Qu'en ce qui concerne les montées de version, c'est une montée de version classique, donc il faut passer un script sur la base de données et mettre à jour l'application. Petite chose à savoir, c'est que ce n'est plus compatible avec les versions inférieures à Java 17. Donc, il va falloir monter votre version de Java sur la machine qui héberge Squash. Il y a une nouvelle version pour tous les plugins. Et petite nouveauté, les plugins sont maintenant inclus dans la distribution de Squash, dans un répertoire spécifique. Donc, c'est indiqué dans la documentation. Et donc, pour les installer, vous avez simplement à déplacer les plugins que vous souhaitez dans le bon répertoire d'installation. Et vous n'avez plus besoin de télécharger chacun des plugins comme c'était le cas précédemment. Voilà pour l'introduction. Je vous propose tout de suite de détailler du coup les nouvelles fonctionnalités. Alors, on va commencer par la première fonctionnalité qui est la gestion des tests exploratoires. Et plus précisément la gestion des sessions de tests exploratoires. Alors un petit rappel ou une petite définition des tests exploratoires. Donc c'est une pratique qui est complémentaire des tests classiques, qui se fait principalement en contexte agile, mais qui peut être utilisé dans plus de contextes. Ce sont des tests qui sont basés sur l'observation et sur l'expérience des testeurs ou des participants, plutôt que sur des scénarios de tests. Donc, on n'a pas vraiment de tests scriptés dans le cas des tests exploratoires. Et le but, c'est bien d'améliorer le produit et de fournir du feedback, comme souvent, aux développeurs ou sur le produit en général, son utilisation.
Donc, je disais que c'était pas des tests qui avaient des scénarios. Pour autant, ils sont quand même un minimum structurés, quand même un certain cadre pour les participants, et c'est ce qu'on va voir. Et généralement, une manière de gérer les tests exploratoires, c'est de le faire via des sessions de tests exploratoires. Et donc, c'est ce que l'on a dans Squash, où on va pouvoir préparer, exécuter, suivre et analyser les sessions de tests exploratoires. Alors, tout commence du coup dans l'espace cas de test. Donc là, je me situe plutôt avant la session et plutôt en tant qu'organisateur de session de test ou manager de test. Donc, la première chose, c'est qu'on a un nouveau type de test, un nouveau type de cas de test qui est les cas de test exploratoires. Donc, lorsque vous allez ajouter un cas de test au niveau du format, il y a une nouvelle option exploratoire. Ce type de cas de test, donc il a les informations classiques qu'on peut retrouver, donc que ce soit les attributs standards de Squash ou les champs personnalisés, on retrouve la description. On peut le lier également à des exigences. Et l'attribut principal des tests exploratoires, c'est la charte de test, qui va permettre justement d'indiquer un petit peu ce qu'on attend d'une session de test exploratoire dans le but de guider les participants. Donc une charte de test, en général, elle contient un objectif, elle contient le périmètre de la session, qu'est-ce qu'il faut tester, qu'est-ce qu'il faut au contraire plutôt ne pas tester, les risques, les points de vigilance, les environnements, des informations sur les environnements sur lesquels on fait les tests, et éventuellement la tactique de test, puisqu'on verra plus tard, mais en général les sessions, il y a plusieurs personnes qui participent, et donc comment on va se répartir les différents tests. Donc dans Squash, ce champ en charte, c'est un champ texte libre, donc vous pouvez un peu organiser votre session comme vous voulez. Il est pré-rempli par défaut par les grands titres que je viens de vous évoquer, là, qui sont soulignés. Et puis, on a également une rubrique d'aide qui permet d'indiquer ce qui est censé contenir une charte de test exploratoire et puis un exemple. Donc, dans cette partie-là, on retrouve donc la charte, et puis on a également la possibilité de paramétrer une durée pour la session de test. Donc en général, c'est cadré dans le temps, et donc là, on peut définir une durée. Donc c'est des heures et des minutes. Donc c'est pas obligatoire, et on verra qu'on pourra la redéfinir plus tard. Mais on a du coup ces deux informations qu'on peut paramétrer ici. Donc là, on part du principe qu'on a défini notre charte, et donc maintenant, on va planifier la session. Et pour cela, on va aller dans l'espace campagne. Donc, on va au niveau d'un plan d'exécution et on va simplement ajouter le test exploratoire au plan d'exécution comme on a l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai mon test qui s'affiche ici. Et donc, lorsqu'on va cliquer sur le petit bouton Play, ça va pas lancer une exécution comme on a l'habitude de l'avoir, mais ça va nous permettre d'accéder à une page d'aperçu qui va nous permettre à la fois de préparer plus en détail la session de test exploratoire et également, lorsqu'elle sera lancée, de la suivre. Donc là, je me situe toujours en tant qu'organisateur de la session. Donc j'arrive sur cette page-là. J'ai la possibilité de définir, si je le souhaite, une date et une heure prévues de début de la session. Je peux reparamétrer, si je le souhaite, la durée de la session. Donc, par défaut, ça reprend ce qui est au niveau du cas de test, mais je peux modifier cette valeur. J'ai des infos sur le statut d'avancement et d'exécution de la session. On reviendra un petit peu plus tard. Et là, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est cette partie exécution qui va me permettre d'ajouter des participants finalement à la session. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, en général, pour une session de test exploratoire, il y a plusieurs personnes qui vont participer. Et donc, depuis ce bloc-là, je vais pouvoir soit ajouter des participants un par un, donc ajouter des exécutions. Ça va m'ajouter une ligne dans le tableau, et ensuite je vais pouvoir l'assigner à un utilisateur. Soit je peux ajouter plusieurs exécutions et donc plusieurs participants à la fois grâce à ce bouton-là.
Là, j'ai une fenêtre qui m'indique les utilisateurs qui ont des habilitations sur le projet. Et donc là, je sélectionne simplement les personnes que je veux ajouter, et ça va m'ajouter autant d'exécutions qu'il y a de participants sélectionnés. Donc là, j'imagine que je suis avec justement ces participants-là. Donc, je leur ai créé chacun une exécution. J'ai la charte ici de test qui s'affiche, donc ça me permet de leur présenter éventuellement ce qui est attendu. Et puis, dans ce tableau-là, on a un onglet, une colonne, répartition, qui va me permettre justement d'indiquer rapidement ce que va faire chaque personne. Donc là, dans la tactique de test, au niveau de ma charte, j'avais dit que on répartissait les tests selon les navigateurs. Donc, dans la répartition, je vais pouvoir dire, le testeur 1, il va plutôt faire ses tests sur Chrome, le testeur 2 plutôt sur Firefox, et puis le testeur 3 plutôt sur Safari, par exemple. Là, j'ai pris l'exemple de navigateur, mais on pourrait, selon le sujet du test exploratoire, on pourrait répartir par domaine fonctionnel, par partie de l'application ou par environnement ou autre. Donc c'est un champ libre, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. Donc là, on considère que la session est prête à être démarrée. Et donc là, il ne me reste plus qu'à cliquer sur démarrer la session. Ça va simplement mettre à jour les statuts, donc le statut d'avancement de la session, et puis le statut d'exécution qu'on va retrouver dans le plan d'exécution. Ça permet de savoir que la session de test exploratoire est en cours. Donc là, la session est prête, elle est démarrée. Je vais maintenant me situer plutôt en tant que participant. Et donc moi, en tant que participant, j'arrive sur cette page. Je vais vouloir accéder à la page de mon exécution pour démarrer mes tests. Donc là, je clique sur le petit bouton play ici et j'arrive sur la page d'exécution de ma session qui correspond à ma session. Donc, je peux reconsulter la charte à tout moment si j'ai besoin d'avoir des précisions. J'ai un rappel de la répartition également, des exigences associées, etc., etc. Et donc là, pour démarrer mon exécution, il y a une notion de timer. Qui va du coup se caler sur la durée que j'avais définie, si j'avais défini une durée. Et donc pour démarrer mon exécution, je vais devoir démarrer le timer via ce petit bouton là. Et à partir de là, donc j'ai le timer avec le temps écoulé qui va avancer. J'ai la durée définie pour rappel, et puis j'ai mon exécution qui passe au statut en cours. Et à partir du moment où j'ai démarré le timer ici, je vais pouvoir vraiment démarrer mon exécution et ajouter ce qu'on appelle des notes. Donc, comme je le disais plus tôt en présentant la charte, les tests exploratoires, ils sont pas scriptés, c'est un peu libre aux testeurs d'explorer et un peu de faire lui-même ses propres actions et ses propres observations, toujours en restant cadré par ce qui a été défini dans la charte. Mais là, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des actions qu'il fait et des observations qu'il fait, il va ajouter des notes. Et donc, ces notes, elles ont deux attributs principaux. Elles ont un type. Donc, on a une liste ici avec différents types de notes. Donc, soit des commentaires, soit des suggestions d'amélioration, par exemple. Soit est-ce que j'ai trouvé une anomalie, soit des questions qu'on peut se poser sur tel ou tel comportement de l'application. Ou soit, si jamais on trouve des points positifs, ça peut être pas mal de le relever aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir typer sa note, et puis ensuite on a un champ texte riche, comme on a l'habitude d'avoir, qui va nous permettre de noter nos observations, nos commentaires. Donc là, je vais ajouter une note. Et donc, bien sûr, on peut ajouter des pièces jointes et on peut lier cette note à des anomalies, déclarer une nouvelle anomalie, rattacher une anomalie existante, un peu comme ce qu'on a avec les pas d'exécution. On peut, quand on a plusieurs notes, les réorganiser si on le souhaite. On peut en ajouter entre un peu n'importe où, soit à la fin, soit après une note existante. Voilà, donc l'idée là, c'est vraiment lors de la session, en tant que participant, on va ajouter successivement des notes. On peut, si on le souhaite, mettre en pause l'exécution à tout moment.
À ce moment-là, on ne peut plus ajouter de notes, mais on peut modifier les notes existantes. Et puis, lorsque l'on a terminé, et donc là, dans le cas où on est en pause, le timer se met en pause, mais l'exécution est considérée comme étant toujours en cours. Et puis, une fois qu'on a terminé, eh bien, on peut cliquer sur Stop, ce qui va passer le statut de l'exécution à terminer. Et puis, là, on ne pourra plus modifier les notes que l'on a fait. On peut, par contre, reprendre l'exécution après, si jamais on avait des choses à ajouter. Donc voilà à peu près pour le déroulé d'une exécution de test exploratoire. Donc là, je vais me replacer en tant que organisateur et je vais changer de session pour vous montrer une session avec un petit peu plus d'informations. Là, on voit simplement que j'ai des infos qui ont été mises à jour dans ce tableau-là par rapport à ce que j'avais fait. Donc, je vais changer de session. Hop. Et donc là, moi, pendant que les participants vont dérouler leur exécution, je vais pouvoir suivre ce qu'ils font au fur et à mesure de la session pour voir si ça correspond bien à ce qui était attendu au niveau de la charte, voir s'il y a des difficultés ou quoi que ce soit. Et donc, pour suivre cette session, j'ai plusieurs moyens de le faire. Tout d'abord via le tableau exécution ici, où j'ai le statut qui se met à jour au fil de l'eau, et je vois également les types de notes qui ont pu être ajoutées au fil de la session par chaque utilisateur. Donc là, j'ai des petites infos quand je survole chacune des petites pastilles ici. Je vois aussi si jamais ils ont déclaré des anomalies. Je vois le nombre ici d'anomalies, et puis j'ai le fameux bloc anomalies connues qu'on retrouve un petit peu partout dans Squash, qui va lister les anomalies découvertes durant la session. Et puis j'ai un autre bloc ici, qui s'appelle activité, qui va là carrément afficher le contenu des notes relevées par l'ensemble des participants à la session, dans un ordre antéchronologique, donc je peux suivre vraiment quasi en temps réel le contenu des notes de chaque participant et le contenu de la session. Ces notes-là, ici, je peux les filtrer si je le souhaite par type de notes. On va voir par exemple toutes les anomalies qui ont pu être trouvées ou toutes les suggestions qui ont pu être faites. Et puis je peux filtrer également par testeur pour voir un petit peu l'activité de chacun. Voilà, donc là on imagine que la session se déroule, et puis lorsqu'elle touche à sa fin, eh bien je clique moi en tant qu'organisateur à nouveau sur terminer. Ce qui a pour effet, donc ça va afficher une petite fenêtre, et ça a pour effet de déclencher ce qu'on appelle une phase de revue, qui n'est pas obligatoire, mais là je vois que j'ai une petite pastille qui s'est affichée pour m'indiquer qu'il est temps de faire la revue de la session. Et donc là, j'ai mon statut également qui se met à jour, et on verra plus tard lors de la finalisation, mais je vais maintenant pouvoir modifier le champ statut d'exécution ici. Donc là, revue à faire, ça veut dire qu'il va falloir que normalement à la fin de la session, en tant qu'organisateur, je vais revoir un petit peu ce qui s'est dit justement dans chacune des exécutions des participants, et pour voir s'il y a des questions, des choses à relever. Et donc on imagine que je vais sur l'exécution de chaque personne, je relis les notes, ou je le fais depuis l'onglet activité. Et puis une fois que c'est fait, je clique donc sur la colonne revue, et là j'arrive ici sur un bloc revue qui va me permettre de dire ok, j'ai fait la revue pour l'exécution de ce participant-là. Je peux mettre des commentaires si je le souhaite. Et donc ça, normalement, je le fais pour chacun des participants, et une fois que c'est fait, je vais avoir la revue qui va être indiquée comme étant terminée. Pour finaliser la session, je peux mettre des commentaires ici. Ça peut être des commentaires que je mets moi dans mon coin ou en accord avec l'ensemble des participants. Et puis enfin, je définis un statut d'exécution global pour la session qui se retrouvera du coup au niveau du plan d'exécution. Voilà pour cette première fonctionnalité sur les tests exploratoires. Alors, on va retourner justement au niveau du plan d'exécution et parler de la deuxième fonctionnalité.
qui est une fonctionnalité accessible via la licence premium de Squash, qui permet dans certaines tables de l'application, donc pour l'instant dans les plans d'exécution et dans les tableaux de résultats de recherche, et dans la partie suite automatisée, comme on le verra tout à l'heure, on a maintenant la possibilité de paramétrer les colonnes qui sont affichées dans ces tableaux-là. Donc ce paramétrage se fait par utilisateur. Donc là, on a une nouvelle icône ici, colonne, qui va lister les colonnes qui sont configurables, qui peuvent être affichées dans ce tableau-là. Et donc, je peux afficher ou masquer les colonnes selon mes besoins. Et donc là, par exemple, si je travaille en silo et que le projet ne m'intéresse pas et que je n'utilise pas les jalons, eh bien, je peux décocher ces deux colonnes-là. Et lorsque je clique sur appliquer, les colonnes disparaissent. Et donc, ça me permet d'avoir un affichage un petit peu plus personnalisé pour n'avoir que vraiment les informations qui m'intéressent. On peut revenir à tout moment à la configuration par défaut si on le souhaite. Donc, je disais que c'est par utilisateur. Et cette configuration, dans le cas des plans d'exécution, elle est par projet. Donc, ça veut dire que là, toutes les itérations de mon projet vont avoir la même configuration. Par contre, donc là, j'ai pas la colonne projet et jalon. Par contre, si je vais sur un autre projet, là, je vais retrouver la configuration de base et je peux avoir des configurations différentes selon les projets. On retrouve également cette fonctionnalité au niveau des résultats de recherche, donc des exigences, des cas de test et des campagnes. Donc là, à nouveau, la petite icône colonne qui va permettre de paramétrer les colonnes. Et là, on a également une autre chose, c'est la possibilité de paramétrer plus de colonnes que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc, ces nouvelles colonnes, grosso modo, correspondent à chacun des critères de recherche qu'on a ici. Et donc, je peux afficher, si je le souhaite, plus d'informations et notamment les champs personnalisés, si j'en ai besoin. Et donc là, vraiment avoir des résultats un petit peu plus personnalisés. Donc, j'ai un champ personnalisé qui s'appelle TNR que je viens d'ajouter ici. Et je peux voir directement la valeur ici qui s'affiche dans mon tableau de résultats. Et ces résultats, si je le souhaite, je peux les exporter. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà. Dans cet export, on a donc deux formats. On a le format qu'on appelle champ actuel et le format tous les champs. Et le format champ actuel, en fait, ça correspond à ce qui est affiché dans le tableau ici. Ce qui fait que maintenant, on peut avoir des exports personnalisés selon l'affichage que l'on a, des colonnes que l'on a configurées dans les tableaux de résultats de recherche. Donc ça, c'est valable dans les trois espaces, cette configuration des colonnes. Je pense que c'est bon pour cette fonctionnalité-là. Je vais repasser dans l'espace campagne. Je vais peut-être repasser d'abord dans l'espace exigence pour vous montrer d'autres évolutions ergonomiques. Donc je suis dans l'espace exigence, mais c'est une fonctionnalité un petit peu transverse. C'est la gestion des images dans les champs texte riches. On a maintenant la possibilité soit d'aller sélectionner, quel que soit le navigateur, soit d'aller sélectionner une image sur son poste, soit de copier-coller une image de son poste ou d'un screenshot directement dans les champs texte riches. Donc, je vais faire le test, par exemple, en faisant une capture d'écran. Est-ce que ça va marcher? Je vais utiliser ça. Hop, donc je vais faire une capture d'écran ici. On va faire copier. Et je vais coller avec un raccourci clavier. Et donc là, maintenant, j'ai mon image qui s'affiche directement ici dans ce champ. Et petite subtilité, elle est également ajoutée en tant que pièce jointe. Ici, on la voit ici. Et donc, ce qui permet de ne plus bloquer les imports-exports comme ce qui pouvait être le cas avant, ce qui nous empêchait justement d'avoir ces images qui s'affichent directement dans les champs. Donc voilà, maintenant vous pouvez copier directement des images dans les champs riches et elles seront systématiquement ajoutées en tant que pièces jointes. Et vous pouvez aussi aller les chercher directement sur votre poste via une option ici. Justement, au niveau des pièces jointes, dans ce volet-là qui liste l'ensemble des pièces jointes qui sont associées à mon objet,
Avant, lorsque l'on cliquait sur une pièce jointe, on la téléchargeait. Maintenant, dans la version 6, on a la possibilité de les prévisualiser via une sorte de carrousel. Donc là, j'ai une image que je peux voir directement. Je peux passer à la pièce jointe suivante, qui est un document PDF, que je peux visualiser également directement sans le télécharger. Et puis, dans le cas où j'ai des fichiers avec des extensions qui ne sont pas visualisables directement dans mon navigateur, j'ai un petit message, mais je peux toujours télécharger le document. Et donc ça, c'est le cas pour l'ensemble des pièces jointes. Et puis là, j'ai mon image que je viens de rajouter ici, que l'on peut voir également. Donc ça, voilà, ce sont des choses un petit peu transverses que l'on va retrouver partout et qui sont un petit peu plus user-friendly. Voilà pour cette partie-là. Alors, on va maintenant aller dans l'espace campagne et là, parler plutôt des tableaux de bord. On a maintenant la possibilité d'afficher les tableaux de bord dans l'espace campagne au niveau d'un projet, ce qui n'était pas le cas précédemment, ou au niveau d'une sélection multiple. Donc là, je suis au niveau d'un projet, mais je peux très bien également afficher mon tableau de bord au niveau de, par exemple, plusieurs campagnes, ou de plusieurs campagnes et un autre projet. Enfin voilà, je peux un peu customiser ma sélection et afficher mes tableaux de bord en conséquence. Autre nouveauté sur ces tableaux de bord de l'espace campagne, on a une nouvelle option qu'on voit via le petit filtre ici, qui va permettre dans ces graphiques ici de ne prendre en compte que la dernière exécution de chaque couple cas de test jeu de données. Je m'explique. Par exemple, on est au niveau d'une campagne, on a exécuté un test en échec dans la première itération, on l'a réexécuté, mais cette fois-ci en succès dans l'itération 2. Jusqu'à maintenant, donc je vais décocher l'option, dans les statistiques ici, dans les graphiques, ce test était comptabilisé 2 fois, une fois en échec pour l'itération 1, une fois en succès pour l'itération 2. Avec cette option ici que l'on coche, qui permet de prendre en compte uniquement la dernière exécution, ça permet de donner une photographie de la campagne à un instant T, puisque ça ne prendra en compte que la dernière exécution, donc que l'exécution de l'itération 2 en succès. Et donc ça, du coup, pour chaque, ça s'applique à chaque couple, cas de test, jeu de données. Voilà pour cette partie tableau de bord. Je vais maintenant passer aux évolutions autour des tests automatisés, en commençant par les évolutions dans Squash. Alors, je vais changer de campagne et de projet. Donc, ça se passe au niveau de la partie suite automatisée ici, l'onglet que l'on retrouve ici. Lorsque l'on a des tests automatisés et qu'on a configuré une exécution, des exécutions automatisées, soit lancées depuis Squash, soit lancées depuis un pipeline DevOps, on a les résultats d'exécution qui remontent donc non seulement au niveau des plans d'exécution, mais également au niveau des suites automatisées, qui sont un groupe de tests automatisés lancés au même moment. Et donc, on a un petit peu amélioré cet écran-là en ajoutant déjà des filtres qui permet de retrouver plus facilement des suites automatisées. On a également la possibilité de configurer des colonnes. Il y en aura davantage dans la prochaine version. Mais on a déjà quelques colonnes ici qu'on peut afficher ou non. Et puis, on a également amélioré l'affichage ici du détail des exécutions d'une suite automatisée. Donc là, qui liste l'ensemble des tests au niveau de la suite avec le statut, et on peut maintenant directement accéder aux pièces jointes, donc en général au rapport d'exécution des tests. Et de la même manière que les pièces jointes, on peut également les afficher directement dans Squash. Donc là, j'ai un rapport XML. La pièce jointe suivante, c'est un rapport TAR. Donc pour l'instant, c'est pas encore possible de les afficher, en tout cas dans la V6. Mais dans la prochaine version de Squash, on pourra également afficher le contenu d'une archive directement dans Squash sans le télécharger. Voilà pour cette partie-là.
Je vais repartir sur la partie plan d'exécution. Donc là, j'étais plus sur l'affichage des résultats. On a également maintenant, lorsque l'on lance des tests automatisés depuis Squash avec l'orchestrateur Squash, on va pouvoir suivre l'avancement de l'exécution des tests directement dans ce qu'on appelle la fenêtre de supervision de l'exécution des tests automatisés. Donc là, je retrouve la liste des tests que je vais lancer. Et lorsque je lance vraiment mes tests, on a maintenant une barre de progression qui s'affiche et qui va se mettre à jour au fur et à mesure de l'exécution des tests. Et on a également ici les statuts des tests qui remontent au fur et à mesure. Donc on peut suivre de manière plus fine l'exécution des tests. Donc, je vais peut-être pas attendre que toute l'exécution se déroule, mais vous voyez dans l'idée la barre progresse. Et on a également des informations qui remontent ici au niveau du workflow qui est lancé dans Squash Orchestrator. Donc si je veux avoir plus d'informations, j'ai l'UID du workflow qui s'affiche. Donc là, dans les tests que j'ai lancés, ce sont des tests. Alors, juste peut-être une dernière petite chose que je vois qui s'affiche. On a maintenant, lorsque l'on va lancer notamment plusieurs fois les tests d'un même plan d'exécution, on va pouvoir visualiser directement dans la colonne statut ici, le statut des 5 dernières exécutions. Donc le statut courant, le dernier statut plus les 5 derniers. Donc lorsque notamment dans le cas des tests automatisés, ça permet d'avoir en un coup d'œil l'historique de l'exécution des tests et de voir notamment si les tests sont stables ou pas. Donc là, comme je disais, dans ce plan d'exécution, on a 5 tests qui sont tous associés à un script Robot Framework. Et dans ces tests-là, donc il y en a 3 qui sont en succès et 2 qui sont en échec. Et sachant ça va nous permettre d'embrayer sur les évolutions que l'on a fait autour de la Quality Gate. Donc là, plutôt dans GitLab. Donc dans GitLab, la première chose, c'est qu'on va être capable de définir au moment, à côté du pipeline, une Quality Gate qui est un ensemble de règles. Donc la Quality Gate, comme tous les fichiers de configuration de l'orchestrateur, c'est un format en YAML. Et ces règles vont pouvoir là on choisit sur des règles en fonction de la typologie et technologie des tests. Mais on pourrait imaginer des règles sur des labels, qui vont définir ou les criticités des tests. Et donc avoir vraiment des règles plus fonctionnelles. Imaginez que 100% de mes tests critiques doivent passer, ainsi que 100% de mes tests d'API. Et après, je sais pas, 80% de mes tests IHM passent parce que j'accepte un peu de flakiness autour de mon IHM. Donc ce fichier va être capable de décrire une Quality Gate, et au moment où dans mon pipeline je vais déclencher mon plan de test, je vais pouvoir lui dire déclenche-moi ce plan de test et vérifie avec ces règles de Quality Gate s'il est passé fonctionnellement. Et une fois qu'on a ce pipeline qui est lancé, s'il est lancé dans un contexte de merge request, alors on va être capable, toujours via configuration du pipeline, de faire remonter 2 choses. En tant que commentaire, vraiment le statut de la Quality Gate. Donc là, on voit qu'elle est en échec et on voit le pourquoi d'un échec. C'est que on avait 5 tests Robot Framework qui ont été lancés, 3 en succès, 2 en échec. On avait demandé 75% de minimum sur les tests Robot Framework pour que ça soit pas 100. On a un success ratio de 60%, donc en échec. Et en plus de ce test, des labels sont rajoutés aussi au niveau de la Quality Gate. Donc si on est dans une formule payante de GitLab, ces labels ils peuvent être scoped, mais pour Squash il y a pas besoin qu'il le soit forcément. Pareil, la CLI est capable d'être paramétrée pour faire remonter ces labels directement dans les issues de GitLab. Alors ça va pas remonter automatiquement dans les issues liées à votre merge request, mais si vous paramétrez votre pipeline pour récupérer les issues liées à votre merge request, potentiellement vous allez pouvoir faire remonter ces informations au niveau plutôt du produit du coup, et pas que au niveau du développeur dans la merge request.
Et donc là, l'idée, c'est que au moment où le tech lead va valider cette merge request, il a toutes les informations, y compris fonctionnelles. Ça va lui rajouter un niveau d'information, en plus de ses tests, en plus de ses scans de sécurité, pour savoir est-ce qu'il valide sa merge request ou non. Merci Florian. On va du coup repasser dans Squash, toujours sur la partie automatisation, et cette fois-ci plutôt dans la partie administration, au niveau de la configuration des serveurs Squash Orchestrator. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est présente dans la licence Ultimate et qui va permettre de définir une configuration additionnelle pour les serveurs Squash Orchestrator. Donc là, je suis sur la page d'un serveur. J'ai un nouveau petit onglet ici qui me permet d'afficher un bloc de texte qui est au format YAML et donc qui va me permettre d'ajouter de la configuration supplémentaire. Alors, si on n'est pas en licence Ultimate, on peut faire cette configuration, mais ce sera au niveau des fichiers de configuration de l'orchestrateur directement. Là, on peut le faire depuis Squash. Et donc, donc on a une petite rubrique d'aide ici qui indique ce qui peut être paramétré. Et donc, on peut notamment définir le paramétrage de loop, de variables d'environnement et autres. Donc, pareil, un petit peu plus de fonctionnalités user-friendly qui permettent de configurer plus facilement l'orchestrateur et de le faire directement depuis Squash. Voilà pour les fonctionnalités autour de l'automatisation. Je vais rester dans la partie administration de Squash. Et cette fois-ci, aller dans la partie système pour vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui concerne les synchronisations. Donc, c'est une fonctionnalité qui est accessible à la fois aux administrateurs et aux chefs de projet. C'est un écran de supervision des synchronisations qui va lister en fait l'ensemble des synchronisations, qui donc soit faites avec Jira, soit faites avec GitLab. Donc l'ensemble des synchronisations de l'instance ou des projets sur lesquels le chef de projet a des habilitations. Et ça va permettre de voir en un clin d'œil les synchronisations qui sont en échec, voir celles qui sont désactivées éventuellement, et puis avoir tout simplement des informations sur le nombre et un petit peu la nature des synchronisations qui sont faites dans Squash. Donc voilà, on a un tableau par type de synchronisation. Et là, on voit que j'ai par exemple une synchronisation qui est en échec. Donc les synchronisations en échec remontent tout en haut pour pouvoir les identifier plus rapidement. Et pour les synchronisations qui sont en échec, on a la possibilité d'accéder directement à l'erreur qui va nous permettre d'identifier plus rapidement quel est le problème. Alors ça reste des logs, mais au moins ça permet d'isoler vraiment l'erreur de la synchronisation en question. Et là, je vois par exemple que le nom que mon tableau n'existe pas parce que j'ai mis un nom qui n'existait pas. Et donc l'idée c'est de faciliter l'identification des causes d'erreur de synchronisation. Et donc là, à partir du moment où je vois que ma synchro est en échec, je peux aller directement ici sur le projet de la synchro, accéder à la configuration de mon plugin et puis corriger, là en l'occurrence, le nom de mon tableau. Et donc cet écran-là, je vais pouvoir voir les informations qui remontent en temps réel. Donc soit j'ai un petit bouton qui va me permettre de rafraîchir la page, soit j'ai un petit switch ici qui me permet d'activer un rafraîchissement automatique. Donc, si on est vraiment dans un contexte de supervision avec un écran qui reste allumé là-dessus, je peux activer cette option-là et voir les synchronisations qui évoluent au fil de l'eau. On va rester encore dans la partie administration et toujours dans la partie système. Donc là, c'est une fonctionnalité de la licence Ultimate qui nous permet de définir des templates personnalisés pour les rapports éditables. Donc, les rapports éditables, ce sont les rapports au format docx. Donc, on a la liste ici, le cahier d'exigences de test, les bilans de campagne et d'itération.
Et donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir uploader des templates que l'utilisateur a personnalisés. Donc ça peut être avec un logo différent, ça peut être, si on connaît un petit peu plus, enlever certaines informations qui nous intéressent pas des rapports. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a la possibilité de télécharger les templates par défaut. Et en général, on repart de ça pour les modifier. Donc ces modifications-là, elles sont vraiment à la charge des utilisateurs et des administrateurs en l'occurrence. Il n'y a pas de support qui sera fait sur cette partie-là. Mais en tout cas, sachez que voilà, si vous connaissez un petit peu les templates, vous avez la possibilité de les modifier et de mettre à disposition ces templates modifiés. Donc là, je vais faire la manipulation. Donc j'ai modifié un template de mon côté. Donc je vais aller le sélectionner sur mon post. Là, j'ai juste modifié la page d'accueil. C'est un template de cahier de test. Donc là, je l'upload ici, je le mets à disposition. Et si je vais dans l'espace pilotage, que je vais créer un nouveau rapport, qui est le cahier de test au format éditable, j'ai un champ ici qui s'appelle template et qui va me permettre de sélectionner le template en question que je souhaite utiliser pour générer mon rapport. Donc soit le template Squash par défaut, soit le template personnalisé que je viens d'uploader. Et donc là, lorsque je télécharge le rapport, excusez-moi, voilà. Là, donc j'avais juste ajouté cette petite mention sur la page d'accueil. Donc là, c'est bien le template personnalisé qui a été utilisé pour éditer mon cahier de test. Voilà pour cette fonctionnalité et pour les fonctionnalités que je voulais vous montrer. On va peut-être repasser sur la présentation juste pour vous parler d'autres fonctionnalités, mais dont je ne vous ferai pas la démo aujourd'hui. Donc on a d'autres fonctionnalités qui sont listées ici. Donc on a un nouveau plugin d'authentification qui est disponible dans la licence premium de Squash, qui permet de s'authentifier à Squash via OpenID Connect. Et donc à partir de là, vous pouvez vous connecter à Squash avec votre compte Google, GitLab, Okta ou n'importe quel mode d'authentification que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça se paramètre dans Squash. Et ça fonctionne un petit peu de la même manière que les plugins SAML ou AD et LDAP. Donc on délègue l'authentification à un autre service que Squash. Autre fonctionnalité, c'est justement dans les bilans de campagne et d'itération. Maintenant, on prend en compte les anomalies d'autres bug trackers. Jusqu'à maintenant, on affichait les anomalies uniquement remontées avec GitLab, Jira et Redmine. On l'a étendu aux autres bug trackers supportés. Des petites améliorations dans l'administration, toujours pour essayer d'améliorer l'expérience utilisateur. On peut voir maintenant depuis un champ personnalisé les projets et les entités qui sont associés à ce champ personnalisé. Et puis on peut associer à la chaîne des champs personnalisés à un projet ou des habilitations à un projet, un utilisateur ou une équipe. Pour la partie configuration des synchronisations avec Squash for Jira, on peut maintenant mapper un autre champ que le champ priorité de Jira avec le champ criticité de Squash. Donc avant c'était verrouillé, il y avait certaines organisations qui n'utilisaient pas le champ priorité dans Jira pour la criticité. Donc maintenant on peut mapper un autre champ. Et puis pour finir, des évolutions autour des API. Donc la possibilité de récupérer les anomalies associées aux entités de Squash. Donc on va récupérer l'URL et l'ID de l'anomalie, tout ce qui est attribut des anomalies, là ensuite c'est délégué au bug tracker. Donc dans l'API, on va récupérer simplement l'URL et l'ID. Et puis pour l'API administration, on a maintenant la possibilité de gérer les variables d'environnement, donc pouvoir les ajouter, les supprimer, les modifier, les associer au serveur d'automatisation et au projet.
Voilà pour moi. Je pense avoir fait le tour des fonctionnalités et là maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Je te laisse la main, j'ai pas de micro. Ça ne marche pas. Alors, j'ai une première question. Pour la personnalisation des fichiers de configuration YAML, est-ce que toute la configuration YAML est personnalisable? Tout ce qu'on peut rajouter de mémoire est personnalisable. Tout ce qui est default, tout ce qui est hooks, tout ce qui est variable d'environnement, choses comme ça. Ouais, alors je vais repartager mon écran. C'est indiqué de toute façon au niveau de l'aide. Hop. Donc il y a, je crois, la partie job qu'on peut pas modifier. En revanche, c'est indiqué, voilà, on voit les sections qui sont paramétrables, qui sont indiquées ici. Est-ce qu'il y aura un nouveau rôle ou une nouvelle permission pour pouvoir écrire ou exécuter un test exploratoire? Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est un peu géré de la même manière que les exécutions classiques. On n'exclut pas de le faire par la suite, notamment pour éventuellement inviter des gens qui n'auraient pas l'habitude d'utiliser Squash. Ça pourrait être des gens du métier qui seraient invités aux sessions de tests exploratoires. Donc pourquoi pas, mais c'est pas le cas dans cette V6. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser les notes comme matériaux pour écrire et modifier des cas de test? Alors non, en tout cas pas les cas de test classiques tels qu'on les entend dans Squash, dans l'espace cas de test. En revanche, dans les versions à venir, on va faire pas mal de fonctionnalités autour de l'agilité et du testeur agile. Et on a pour idée notamment d'avoir un format de test, mais qui serait pas forcément dans l'espace 4 test, mais d'avoir un format de test plus au format prise de notes justement, donc qui rejoindrait un petit peu ce qu'on a pour les tests exploratoires. Comment se présente ce type de test dans le tableau de bord de l'itération ou de la campagne? Alors les tests exploratoires, justement les tests exploratoires, finalement, donc c'est pour ça que je vous montrais qu'à la fin on déterminait un statut d'exécution. L'organisateur détermine un statut d'exécution un peu global qui prend en compte l'ensemble des exécutions qui ont été faites. Et du coup, au niveau des plans d'exécution et des tableaux de bord, etc., au final, le test exploratoire, il a un statut, il a une date, etc. Donc on retrouve, c'est exploité un petit peu de la même manière que pour les autres types d'exécution. Maintenant, pour toute la partie reporting spécifique autour des tests exploratoires, pour l'instant, on n'a pas de rapport spécifique. Mais pareil, on a dans les versions futures pour idée de faire évoluer cette partie-là et de pouvoir notamment exporter tout ce qui est notes de session, avoir peut-être des reportings spécifiques à ce niveau-là. La personnalisation des colonnes se limite à la recherche ou bien tous les tableaux des 3 espaces sont personnalisables? Alors, pour l'instant, dans la V6, la personnalisation des colonnes, on l'a mise en place pour les gros tableaux, donc les plans d'exécution et les résultats de recherche. Pareil, ça pourra, maintenant qu'on a les mécaniques, ça pourra évoluer et être généralisé à plus de tableaux dans les versions futures. Et les suites automatisées aussi, pardon, j'ai oublié, qui sont aussi, dont les tableaux sont aussi paramétrables. Possibilité de drag and drop les images. Alors ça, ce sera dans la prochaine version de Squash, puisqu'on est en train de mettre à jour justement le composant qui gère l'édition des champs riches. Et ça nous permettra d'ajouter par la même occasion le drag and drop des images directement dans les champs riches. Pour l'instant, comme contournement, on peut faire copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V.
La visualisation et le lien pour les pièces jointes est toujours soumis à une authentification dans Squash ou pas? Oui, ça n'a pas changé. L'ajout d'images depuis le poste utilisateur est-il aussi disponible dans la partie administration pour le message de la page de login? Oui, c'est disponible. C'est disponible. Alors, il n'y a pas de notion de pièce jointe à ce niveau-là, donc c'est pas ajouté en tant que pièce jointe, mais on peut quand même visualiser les images à ce niveau-là. Lorsque plusieurs cas de tests BDD sont exécutés dans une suite de tests, comment sont affichés les rapports d'exécution dans la version 6? Si on parle des exécutions, enfin, on n'a pas fait de modification à ce niveau-là dans Squash, donc il y a, en tout cas pour les exécutions de Squash telles qu'on les connaît, il n'y a pas eu d'évolution. Et pour les tests automatisés, c'est toujours le statut du test qui est mis à jour et pas le statut des pas de test. Sachant qu'il y a une évolution qui est en cours à ce niveau-là pour faire remonter au niveau des tests BDD le statut au niveau des pas. Mais dans la 6, c'est pas encore le cas. Lors de l'exécution d'une suite de tests, ce qui est affiché dans la barre de progression, c'est le cas de test BDD dans son ensemble ou bien les étapes du cas de test. C'est le cas de test dans son ensemble. Là, vraiment, l'unité dans la supervision des tests automatisés que j'ai montré tout à l'heure, c'est le cas de test, c'est l'élément qu'on sélectionne ici, l'item de plan de test qu'on voit ici. Quelle est votre compatibilité avec Monday.dev? On n'a pas d'intégration avec Monday pour le moment. C'est pas prévu pour le moment, c'est pas dans notre roadmap. Est-ce que les licences de la V5 sont valables pour la V6? On vous recommande alors, si vous avez une licence premium de Squash, les licences de la V5 sont valables pour la V6, sauf si vous comptez utiliser OpenID Connect. Et là, à ce moment-là, il faut un nouveau fichier de licence. Par contre, si vous aviez une licence, une ancienne licence Autumn ou DevOps Premium, faudra demander une nouvelle licence auprès du support. Normalement, vous avez reçu un mail justement de la part du support à ce sujet. Est-il envisagé une évolution pour que dans une exécution manuelle, l'utilisateur puisse valider en un seul clic l'ensemble des steps d'un cas de test appelé dans le cas de test exécuté? Non, c'est pas prévu, mais je note la demande. Alors, corrigez-moi, vous permettez la création de champs personnalisés dès la version de base, mais la possibilité de rajouter filtrer sur ces éléments n'est disponible qu'à partir de la version premium. Donc, les champs personnalisés, on peut effectivement les ajouter dès la version community. Ce qui est possible, alors, ce qu'on peut également faire, c'est, dans la version community, c'est rechercher des éléments sur la base de critères liés au champ personnalisé. Là, par exemple, j'ai mon critère TNR que je vais cocher à vrai. Ça va me renvoyer l'ensemble des tests qui ont le critère TNR qui est indiqué à vrai. Ce qui est payant, c'est d'afficher ce résultat directement, c'est de configurer les colonnes finalement. Donc de rajouter, c'est que de personnaliser l'affichage ici dans les résultats de recherche et de voir ce vrai qui s'affiche ici. Mais en soi, si vous voulez juste identifier les tests avec le critère vrai, ça vous pouvez le faire dès la version community. Voilà, j'ai fait le tour des questions et on avait une dernière question qui était à la fin du webinaire. Pourriez-vous réafficher la slide qui liste les fonctionnalités par type de licence? Si vous voulez le détail complet de toutes les nouveautés de la 6 et des corrections d'anomalies, vous pouvez consulter les release notes qui sont accessibles depuis la documentation de Squash que vous pouvez retrouver dans la rubrique aide ici. Quand vous êtes sur Squash, vous avez documentation et release notes. Et là, vous allez pouvoir voir l'ensemble des évolutions qui sont listées.
Je pense qu'on a fait le tour. Une nouvelle question. Donc, Je vois pas de nouvelles questions, non. Ok. Eh bien, merci à tous pour votre présence. Voilà. On vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.